Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de réseau internet et de web. Donc internet pour interconnexion des réseaux et web pour World Wide Web. Voilà, www. Alors moi je sépare pas ces deux cours-là, je ne fais pas une grande distinction parce que globalement c'est assez lié. Et puis par exemple là, voilà, l'histoire de l'internet et du web, j'ai fait une frise. J'ai refait cette frise-là. Et du coup, je parle de l'internet ici, qui commence ici, c'est la partie grisée, vous voyez là. Et la partie web qui est ici. Alors ça fait à peu près une trentaine d'années. Ici, ça fait encore, on va rajouter encore 20 ans. Donc l'échelle n'est pas tout à fait respectée. Ça fait 30 ans, ça fait 20 ans. Mais on voit le départ avec l'Internet en 1969. Le TCP/IP qui est arrivé, le protocole, la mise en place d'un protocole qui commence à être sérieux et qui est encore d'actualité. C'est le mode TCP/IP en 73. La naissance quand même de quelques machines, quelques informaticiens qui sont autour, et des grandes sociétés que tout le monde connaît, c'est Microsoft et Apple, pour mes élèves en tout cas, c'est ce qu'ils connaissent. Et puis voilà, et après je commence le World Wide Web en 1990, donc là on va parler d'hypertexte, c'est la suite un peu du projet, de ce cours-là, et puis on va parler des logiciels, des applications que les élèves utilisent au fur et à mesure, et pas forcément, pour se rendre compte aussi que dans les années, même des logiciels récents, on se rend compte que finalement ils n'utilisent pas si souvent, on croit que c'est tout récent, et c'est parfois assez vieux. Je prends un exemple, c'est Shazam, qui a 20 ans. Blablacar, qui a aussi quand même pas mal, une quinzaine d'années, vous voyez, donc on ne se rend pas compte, mais c'est des logiciels qui sont parfois pas toujours très récents, parce qu'il y a un temps de maturation du logiciel du projet. Même TikTok, qui est en vogue aujourd'hui, a déjà 5 ans. En partant de cette idée-là, on part d'une deuxième notion sur le web, qui est le web statique au web communautaire, passage au web sémantique, c'est le web actuel, et jusqu'au web de demain, qui sera le web intelligent. Alors, qu'est-ce que c'est le web statique? C'est très simple. C'est le web qui est donc statique. Donc, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas d'action particulière sur ce web-là. Il peut consulter les pages. Il n'a qu'un regard spectateur. D'accord? Donc, c'est en général, quand on va faire des pages web, c'est ce qu'un utilisateur peut faire. Il peut consulter. Voilà, tout simplement. C'est le web 1.0. Il a commencé dans les années 90 et il va durer à peu près jusqu'à 2000, voire 2005. Bien sûr, il y a des sites toujours qui sont en web, en web 1, mais de moins en moins. D'accord? Le web communautaire, ça tout le monde l'a connu aussi, c'est parti des années 2000 jusqu'à à peu près 2010, ça peut peut-être aller jusqu'à 2015, suivant comment vous voyez les choses. C'est ce qu'on appelle le web social. Le web social, ça veut dire qu'on va pouvoir échanger des informations. C'est quand on commence à laisser un avis sur un restaurant, quand on va pouvoir dialoguer avec d'autres personnes. Donc c'est le web, c'est l'émergence des blogs, d'accord, l'émergence des réseaux sociaux, typiquement, d'accord, voilà, c'est ça. Il n'a pas disparu évidemment, il est toujours actif, mais il y a des webs qui se rajoutent là-dessus. La troisième version du web, c'est la version actuelle, on appelle ça le web sémantique. Le web sémantique, c'est un web qui est capable de comprendre la situation dans laquelle vous êtes et vous donner l'information la plus pertinente par rapport à là où vous êtes. Si vous êtes un élève, il aura analysé que vous êtes un élève, ou est-ce que vous êtes un jeune, ou quel âge vous avez, ce qui vous intéresse. Et donc il faut un certain nombre d'informations derrière. On se rend bien compte que pour pouvoir vous donner une information intéressante, il faut bien sûr avoir beaucoup d'informations sur vous. Donc évidemment, c'est un peu un web un peu intrusif, mais de plus en plus. Voilà, c'est le web des bases de données. Voilà. On commence à dire, oui, attention, il faut quand même se plonger un peu là-dedans pour se rendre compte de ce qui se passe. D'accord? On parle de web 3.0. Et le web de demain, c'est le web qui va vous immerger dans le monde de l'informatique. C'est le web 4.0. C'est par exemple la réalité augmentée. Ça peut être carrément les métavers. D'accord? Voilà, donc ça, c'est la frontière. Là, on rentre dans un domaine complètement différent. On rentre aussi sur un web plus intelligent, encore. On parle d'intelligence du web, d'accord? Qui est capable vraiment de vous mettre dans une situation et de vous embarquer dans cette situation. Voilà de quoi on parle quand on parle un peu du web aussi. Évidemment, juste après, on parlera de la construction d'un site web, d'accord? Avant ça, on va parler un petit peu, parce que c'est encore des sujets qu'on aborde avec les élèves de seconde aussi, c'est tout ce qui est sécurité. Alors, la motivation des attaques. Alors, la première chose qu'il faut faire quand on veut parler de sécurité avec des élèves, c'est se pencher sur l'ANSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que derrière ça, il y a une possibilité assez incroyable, il y a beaucoup de documents, et une possibilité de faire travailler les élèves sur des documents tout prêts.
D'accord? Donc c'est très pratique si vous voulez faire des exposés et vous soulevez un point particulier. Ça, c'est important. Et puis, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne. Les élèves ont beaucoup de vocabulaire, ils ne savent pas chose que ça veut dire. Un bot, qu'est-ce que c'est un bot? Un bot, ça vient de robot. Hein, et quand on parle de botnet, ce sont des robots qui sont connectés à des réseaux pour faire des actions. Elles ne sont pas forcément négatives, les actions. Hein. Quand vous faites de la SAV ou quand vous faites une hotline, vous passez souvent par des robots, actuellement. Donc ils n'ont pas vocation à vous détruire votre machine, au contraire, hein, ils sont là pour vous aider. Donc c'est pas forcément mauvais, mais bien sûr, il y a tout un côté mauvais des botnets. Alors comment ça fonctionne? Ben, je l'ai mis ici. La première chose qu'on fait, c'est infecter un appareil. D'accord? D'accord. Une fois que une machine est infectée, on parle de zombies dans ce cas-là, on va pouvoir, c'est pour ça qu'il y a une prise, prendre le contrôle de cette machine-là, se connecter et prendre le contrôle. Et c'est là qu'intervient le hacker. Une fois qu'il a réussi à vous mettre une technique, par une autre, par un spam, par une solution technique, a réussi à affecter votre machine, à ce moment-là, il va pouvoir se connecter. Une fois qu'elle est connectée, il va pouvoir faire des échanges et prendre le contrôle de vos machines. Et voir s'arranger pour multiplier le botnet sur le réseau dans lequel vous êtes. Pourquoi faire tout ça? Il y a quand même des raisons, parce que sinon, on ne va pas s'énerver à faire tout ça. Alors, bien sûr, vous connaissez un certain nombre de choses. Alors, quelles sont les opérations qu'on parle? Alors là, tout le vocabulaire de nouveau ressort. Hein. Par exemple, qu'est-ce que c'est un spam? D'accord? À quoi ça sert de faire des spams? À quoi ça sert de réaliser de hameçonnage? Alors, le hameçonnage, on le voit ici, les opérations d'hameçonnage. Alors, hameçonnage, on le revoit un peu plus bas. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais plus. Ah, il manque un N ici, un E ici. Hameçonnage, ici. C'est pour faire des opérations illicites. Par exemple, hameçonnage, on en a beaucoup parlé il n'y a pas longtemps avec Blablacar, parce qu'ils avaient été victimes, pas victimes directement, c'est les utilisateurs qui ont été victimes parfois d'hameçonnage en les envoyant sur des faux sites. Or, voilà, Blablacar assure un certain nombre de sécurité, mais si vous allez sur un faux site, évidemment, vous vous faites avoir. Il y a aussi tout ce qui est virus, hein, malware. Il y a ce qu'on appelle le déni de service. Alors, le déni de service, c'est très important, le DDoS. C'est quelque chose que certains élèves savent ce que c'est. Donc, c'est quand on va asphyxier une machine, hein, typiquement, c'est ça, un serveur, pour qu'il ne puisse plus répondre. Voilà, tout simplement. On envoie un certain nombre d'attaques. On peut avoir des fraudes, hein, donc des fraudes sur des pages publicitaires. On peut avoir du cryptage, du ransomware. Tout le monde parle, on en a beaucoup parlé cette année du ransomware. Ben voilà, le ransomware, hein, on est là. On parle d'ailleurs de maintenant de rançongiciel. Donc, ouais, tellement ça prend de l'ampleur. Voilà, on parle de cassage de mots de passe. D'accord, quand on fait ça. On parle de credential stuffing. Ça, c'est quand on n'essaie pas de casser un mot de passe, mais quand au contraire, on essaie de faire des connexions en masse. On envoie tout un tas de mots de passe, de comptes avec des mots de passe pour vérifier jusqu'à que ça passe. Voilà. Hein, on a aussi le fast flux, c'est le hameçonnage. D'accord, donc on fait des opérations commerce comme ça. On cherche à créer des faux sites de vente pour que vous payiez. Et derrière, bien sûr, il n'y aura rien. Et bien sûr, on sait aussi, on s'en sert pour faire de la crypto-monnaie. Bah oui, votre propre ordinateur peut faire de la crypto-monnaie sans que vous en rendiez compte. Donc, et du coup, ralentit les performances de votre machine. Voilà. Donc, c'est des choses que les élèves ne connaissent pas forcément, qu'ils ne savent pas forcément faire, et puis vont vous donner beaucoup de vocabulaire, et il faudra un peu pouvoir répondre à ces questions-là. Et à côté, comme je l'ai dit ici, l'ANSSI donne un certain nombre de recommandations à suivre. Ben, regardez-les, il y a marqué un moment, je crois que c'est les 10 commandements à faire, ben, faites-les. Et vous verrez, c'est assez sympa. D'ailleurs, la première chose à faire, c'est éviter de rester en mode administrateur sur sa machine. Créer un compte utilisateur. Ensuite, deuxième partie, je ne vais pas faire d'un cours là-dessus, hein, c'est pas mon but aujourd'hui, hein, mais bien sûr, la deuxième partie de mes cours, c'est la création d'un site web. Alors bien sûr, on est en web HTML5 et on fait du CSS. Donc le HTML, c'est pour faire des pages avec de l'hypertexte. J'explique qu'est-ce que c'est un hypertexte, évidemment. Et de l'autre côté, des feuilles de style où on va pouvoir faire la mise en forme. Ma référence pour tout le monde, c'est W3 School. Voilà. C'est le site de référence qui me permet de faire pratiquement tout. Et quand j'ai besoin de quelque chose, je vais là-bas en premier et après je vais ailleurs. C'est en français, c'est en anglais. Alors vous pouvez trouver ça dans différentes versions, mais c'est vraiment très bien fait et très pratique. Moi, ce que j'explique comme notion, c'est que le HTML, ça permet de faire bien sûr mettre un contenu, d'accord? C'est pas d'écrire le contenu d'une page web. Le contenu, le voilà, hein, d'un texte avec un petit menu et après derrière un paragraphe. J'en profite pour placer quelque chose d'important que vous connaissez peut-être tous, c'est lorem ipsum. Donc un générateur de lorem ipsum, je l'ai mis ici, lorem ipsum générateur, voilà ici. Donc j'ai mis un lien, je leur montre à quoi ça sert. Ça sert pour faire la présentation, pour faire une maquette. C'est très pratique, même si on n'a pas le contenu, on a au moins un texte tout prêt.
Je parle aussi de notion de balise en parlant de carton. Une balise, c'est un carton qui emballe quelque chose. Donc, quand vous avez un UL qui commence ici, dedans, on va mettre des LI qui commencent ici, qui s'arrêtent ici. Chaque fois, ce sont des cartons dans des cartons. C'est pour ça que j'ai une notion ici. Le HTML, c'est un grand carton qui part de là et qui va jusqu'ici, dans lequel je vais mettre un head, le voilà, un carton head, dedans il y a des choses, hein. Un carton body aussi, qui commence là et qui s'arrête là. C'est pour ça qu'on parle aussi, on voit l'indentation ici. Ça permet de comprendre. Et chaque carton, bah, je les rajoute dans le suivant. Quand j'ai un H1, donc un titre, hop, je le mettrai dans le carton body. Voilà, il est rangé dans le carton body. Il ne peut pas y avoir un H1 qui sort du bas carton à moitié. C'est pas possible. Donc ça permet de comprendre l'indentation. Une fois qu'on a compris l'indentation, vous voyez l'indentation ici, balise égale carton. Voilà, pensez-y. Et donc un carton ne peut pas se couper en deux, il faut bien le ranger comme il faut. Ensuite, l'ordre des cartons imposera l'ordre ici. D'accord? Ensuite vient le style. Et voilà, le design. Moi, je parle de design. Comment on fait? On va décorer chaque carton à sa manière. Donc, chaque carton va prendre des couleurs, des formes, des dimensions, etc. qu'on va adapter grâce à la feuille de style. Ça permet de faire ça. Par exemple, mettre ici une image carrément par-dessus. Alors, bon, voilà. Et puis, pour ça, c'est simple. On fait une feuille de style. Ça viendra ici. Et bien sûr, chaque carton, on va lui donner un style. On va lui donner des propriétés à chaque carton. Et c'est comme ça qu'on construit, on peut dire, voilà, il faut un couleur black fond, il faut que ça soit écrit en blanc, il faut que ça soit en majuscule, hypercase, on voit tel type de police, etc., qui permet de ranger ça comme il faut, que ça soit centré, etc. Le carton, bah voilà, le ranger. Quand vous faites par contre une image, j'en profite pour placer ça, je dis à mes élèves, attention, une image ne peut pas, c'est un carton lui-même. On ne peut pas en soi, c'est pas une vraie balise comme les autres. D'accord, c'est une balise un peu particulière. Dans ce cas-là, il faudra la ranger dans ce qu'on appelle une division. Et voilà, je rentre la notion de division. Voilà. Et donc je dis, rangez ça dans une division. Et une fois que vous l'avez rangé dans une division, votre image, vous pourrez la manipuler comme un carton. Et donc donner des propriétés à votre carton. Et donc ici, en l'occurrence, de le mettre par-dessus le texte. Donc j'explique ça à mes élèves tranquillement. On prend un petit moment pour ça. Et ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Ensuite, ce qui n'est pas toujours très clair et pas toujours bien expliqué, c'est qu'en HTML version 5, il y a des balises qui sont par défaut, qui devraient toujours exister. Les voilà. Header, nav, section, article, aside, etc. Footer. Voilà. Ces balises-là existent. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser, mais c'est très pratique de les utiliser parce que maintenant on sait mieux identifier ce que vous êtes en train de faire. Évidemment, si vous ne le faites pas, ça marchera aussi bien. Mais parfois, c'est quand même plus pratique d'imposer ces sections, ces types d'outils. Donc, la navigation, par exemple, ici, j'avais par exemple un outil de navigation, il faudra le mettre dans un nav. Ici, il n'est pas fait dans mon programme de départ. Et puis une dernière chose que je vois avec mes élèves en seconde, avant de démarrer un site web, donc ça prend un certain temps, un site web, c'est la notion de répertoire. Le site, il est ici. Quand on est dans une page qui est dans un répertoire qui s'appelle page, si on veut remonter vers une page plus haute, à ce moment-là, il faut faire 2 points slash. Vous voyez, dans le href ici, donc parce que bien sûr, dans mon exemple, j'aurais donné des href. Ici, j'en ai donné un pour aller sur des cibles extérieures, et puis là, j'en ai donné un pour aller vers une source, pour aller vers une image. C'est la même chose. On retrouve la même chose. Donc là, voilà, href et le chemin. Href, la page quand on est au même niveau, et puis href avec un contenu, parce qu'on change, on va dans le répertoire contenu. Voilà. C'est cette notion-là qui est importante, le point slash, ou directement, ou le contenu slash, suivant le cas de figure, qui sera important à étudier, notamment pour ranger les images au bon endroit et pouvoir les gérer au bon endroit. D'accord? Voilà. Donc ça, après, c'est imposé dans le TP. Encore quand même un certain nombre de cahier de charge qui est imposé dans le TP. Voilà, ça vous donne un peu les idées. Oui, c'est très rapide, ça ne prend pas trop de temps. Et c'est très important pour nos élèves de comprendre comment fonctionne tout ça.